Sans famille. Roman de Hector Malot. À Lucie Malot. Pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai constamment pensé à toi, mon enfant, et ton nom m'est venu à chaque instant sur les lèvres. Lucie sentira-t-elle cela? Lucie prendra-t-elle intérêt à cela? Lucie toujours. Ton nom prononcé si souvent doit donc être inscrit en tête de ces pages. Je ne sais la fortune qui leur est réservée, mais quelle qu'elle soit, elles m'auront donné des plaisirs qui valent tous les succès. La satisfaction de penser que tu peux les lire, la joie de te les offrir. Signé Hector Malot. Première partie. 1. Au village. Je suis un enfant trouvé. Mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que, comme tous les autres enfants, j'avais une mère. Car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vînt m'embrasser, et quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains, et elle restait à me les réchauffer, en me chantant une chanson, dont je retrouve encore dans ma mémoire l'air et quelques paroles. Quand j'avais une querelle avec un de mes camarades, elle me faisait conter mes chagrins, et presque toujours elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Par tout cela et par bien d'autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Voici comment j'appris qu'elle n'était que ma nourrice. Mon village, ou pour parler plus justement le village où j'ai été élevé, car je n'ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n'ai eu de père et de mère. Le village enfin où j'ai passé mon enfance se nomme Chavanon. C'est l'un des plus pauvres du centre de la France. Cette pauvreté, il la doit non à l'apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation même dans une contrée peu fertile. Le sol n'a pas de profondeur, et pour produire de bonnes récoltes, il faudrait des engrais ou des amendements qui manquent dans le pays. Aussi ne rencontre-t-on, ou tout au moins ne rencontrait-on à l'époque dont je parle, que peu de champs cultivés. C'est dans un repli de terrain, sur les bords d'un ruisseau, qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire, que se dresse la maison où j'ai passé mes premières années. Jusqu'à 8 ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Cependant ma mère n'était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre, comme un grand nombre d'autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris, et il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades, qui rentrait au village. « Mère Barberin, votre homme va bien, il m'a chargé de vous dire que l'ouvrage marche fort, et de vous remettre l'argent que voilà. Voulez-vous compter ?» Et c'était tout. Mère Barberin se contentait de ses nouvelles. Son homme était en bonne santé, l'ouvrage donnait, il gagnait sa vie. De ce que Barberin était resté si longtemps à Paris, il ne faut pas croire qu'il était en mauvaise amitié avec sa femme. La question de désaccord n'était pour rien dans cette absence. Il demeurait à Paris parce que le travail l'y retenait, voilà tout. Quand il serait vieux, il reviendrait vivre près de sa vieille femme, et avec l'argent qu'ils auraient amassé, il serait à l'abri de la misère, pour le temps où l'âge leur aurait enlevé la force et la santé. Un jour de novembre, comme le soir tombait, un jeune homme, que je ne connaissais pas, s'arrêta devant notre barrière. J'étais sur le seuil de la maison occupé à casser une bourrée. Sans pousser la barrière, mais en levant sa tête par-dessus en me regardant, l'homme me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer. Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à lui. « J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. » C'étaient là des paroles bien simples et qui déjà plus d'une fois avaient frappé nos oreilles. Mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots. « Votre homme va bien, l'ouvrage marche. »« Ah, mon Dieu !» s'écria mère Barberin en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme ?»« Eh bien oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur. Votre homme a été blessé, voilà la vérité. Seulement il n'est pas mort. Pourtant il sera peut-être estropié. Pour le moment il est à l'hôpital. J'ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous dire la chose en passant. »
Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l'homme de rester à souper. Il s'assit dans le coin de la cheminée, et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé. Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s'étaient abattus, et comme on avait prouvé qu'il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l'entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité. Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l'entrepreneur. Un procès, cela coûte gros. Oui, mais quand on le gagne. Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c'était une terrible affaire qu'un voyage si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir, sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où Barberin était soigné, et quelques jours après il reçut une réponse disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu'elle devait envoyer une certaine somme d'argent à son mari, parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées, les semaines s'écoulèrent, et de temps en temps, il arriva des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent. La dernière, plus pressante que les autres, disait que, s'il n'y avait plus d'argent, il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne avec les paysans savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots « vendre la vache ». Pour le naturaliste, la vache est un animal ruminant. Pour le promeneur, c'est une bête qui fait bien dans le paysage, lorsqu'elle lève au-dessus des herbes son mufle noir humide de rosée. Pour l'enfant des villes, c'est la source du café au lait et du fromage à la crème. Mais pour le paysan, c'est bien plus et mieux encore. Si pauvre qu'il puisse être et si nombreuse que soit sa famille, il est assuré de ne pas souffrir de la faim, tant qu'il y a une vache dans son étable. Avec une longe, ou même avec une simple harte nouée autour des cornes, un enfant promène la vache le long des chemins herbus, là où la pâture n'appartient à personne, et le soir la famille entière a du beurre dans sa soupe, et du lait pour mouiller ses pommes de terre. Le père, la mère, les enfants, les grands comme les petits, tout le monde vit de la vache. Nous vivions si bien de la nôtre, mère Barberin et moi, que jusqu'à ce moment je n'avais presque jamais mangé de viande. Mais ce n'était pas seulement notre nourrice qu'elle était, c'était encore notre camarade, notre amie, car il ne faut pas s'imaginer que la vache est une bête stupide, c'est au contraire un animal plein d'intelligence et de qualité morale, d'autant plus développée qu'on les aura cultivées par l'éducation. Nous caressions la nôtre, nous lui parlions, elle nous comprenait, et de son côté, avec ses grands yeux ronds pleins de douceur, elle savait très bien nous faire entendre ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ressentait. Enfin nous l'aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire. Pourtant il fallut s'en séparer, car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait satisfaire Barberin. Il vint un marchand à la maison, et après avoir bien examiné la roussette, après avoir dit et répété 100 fois qu'elle ne lui convenait pas du tout, que c'était une vache de pauvres gens, qu'il ne pourrait pas revendre, qu'elle n'avait pas de lait, qu'elle faisait du mauvais beurre, il avait fini par dire qu'il voulait bien la prendre, mais seulement par bonté d'âme et pour obliger mère Barberin, qui était une brave femme. La pauvre Roussette, comme si elle comprenait ce qui se passait, avait refusé de sortir de son étable, et elle s'était mise à meugler. « Passe derrière et chasse-la, m'avait dit le marchand, en me tendant le fouet qu'il portait passé autour de son cou. « Pour ça, non, avait dit mère Barberin. Et prenant la vache par la longe, elle lui avait parlé doucement. « Allons, ma belle, viens, viens. » Et Roussette n'avait plus résisté. Arrivé sur la route, le marchand l'avait attachée derrière sa voiture, et il avait bien fallu qu'elle suivît le cheval. Nous étions rentrés dans la maison, mais longtemps encore nous avions entendu ces beuglements. Plus de lait, plus de beurre. Le matin un morceau de pain, le soir des pommes de terre au sel. Le mardi gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette. L'année précédente, pour le mardi gras, mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets, et j'en avais tant mangé, qu'elle en avait été toute heureuse. Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle. Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de mardi gras. C'était ce que je m'étais dit tristement. Mais mère Barberin m'avait fait une surprise. Bien qu'elle ne fût pas emprunteuse, elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et quand j'étais rentré vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre.
Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine, dit-elle en me regardant. Du pain, et puis encore. De la bouillie, et puis encore. Dame, je ne sais pas. Si, tu sais bien. Mais comme tu es un bon petit garçon, tu n'oses pas le dire. Tu sais que c'est aujourd'hui mardi gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais comme tu sais aussi que nous n'avons ni beurre ni lait, tu n'oses pas en parler. C'est vrai, ça? Oui, mère Barberin. Donne-moi les œufs, me dit-elle, et pendant que je les casse, pèle les pommes. Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout, en versant dessus de temps en temps une cuillerée de lait. Quand la pâte fut délayée, mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n'eut plus qu'à attendre le soir, car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. « Casse de la bourrée, me dit-elle, il nous faut un bon feu clair, sans fumée. » Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme. « Donne-moi le beurre. » Elle en prit au bout de son couteau un morceau gros comme une petite noix, et le mit dans la poêle, où il fondit en grésillant. Ah, c'était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d'autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l'avions pas respiré. C'était aussi une joyeuse musique que celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre. Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir nous déranger à cette heure? Une voisine sans doute pour nous demander du feu? Mais je ne m'arrêtai pas à cette idée, car mère Barberin, qui avait plongé la cuillère à peau dans la terrine, venait de faire couler dans la poêle une nappe de pâte blanche, et ce n'était pas le moment de se laisser aller aux distractions. Un bâton heurta le seuil, puis aussitôt la porte s'ouvrit brusquement. « Qui est là » demanda mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qui l'avait éclairé en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche, et qu'il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici, ne vous gênez pas, dit-il d'un ton rude. « Ah, mon Dieu » s'écria mère Barberin, en posant vivement sa poêle à terre, « c'est toi, Jérôme ?» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père !» 2. Un père nourricier. Je m'étais approché pour l'embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton il m'arrêta. « Qu'est-ce que c'est que celui-là ?»« C'est Rémi. Tu m'avais dit... » « Eh bien oui, mais ce n'était pas vrai parce que... »« Ah, pas vrai, pas vrai ?» Il fit quelques pas vers moi, son bâton levé, et instinctivement je reculai. Qu'avais-je fait? De quoi étais-je coupable? Pourquoi cet accueil lorsque j'allais à lui pour l'embrasser? Je n'eus pas le temps d'examiner ces diverses questions qui se pressaient dans mon esprit troublé. « Je vois que vous faisiez mardi gras, dit-il. Ça se trouve bien, car j'ai une solide faim. Qu'est-ce que tu as pour souper? » Je faisais des crêpes. Je vois bien, mais ce n'est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a 10 lieues dans les jambes. C'est que je n'ai rien, nous ne t'attendions pas. Comment rien? Rien à souper? Il regarda autour de lui. Voilà du beurre. Il leva les yeux au plafond, à l'endroit où l'on accrochait le lard autrefois. Mais depuis longtemps le crochet était vide, et à la poutre pendaient seulement maintenant quelques glanes d'ail et d'oignons. Voilà de l'oignon, dit-il en faisant tomber une glane avec son bâton. 4 ou 5 oignons, un morceau de beurre, et nous aurons une bonne soupe. Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle. Retirer la crêpe de la poêle? Mère Barberin ne répliqua rien. Au contraire, elle s'empressa de faire ce que son homme demandait, tandis que celui-ci s'asseyait sur le banc, qui était dans le coin de la cheminée. Je n'avais pas osé quitter la place où le bâton m'avait amené et appuyé contre la table. Je le regardais. C'était un homme d'une 50aine d'années environ, au visage rude, à l'air dur. Il portait la tête inclinée sur l'épaule droite par suite de la blessure qu'il avait reçue, et cette difformité contribuait à rendre son aspect peu rassurant. Mère Barberin avait replacé la poêle sur le feu. « Est-ce que c'est avec ce petit morceau de beurre que tu vas nous faire la soupe ?» dit-il. Alors, prenant lui-même l'assiette où se trouvait le beurre, il fit tomber la motte entière dans la poêle. Plus de beurre dès lors, plus de crêpes. En tout autre moment, il est certain que j'aurais été profondément touché par cette catastrophe, mais je ne pensais plus aux crêpes ni aux beignets, et l'idée qui occupait mon esprit, c'était que cet homme qui paraissait si dur était mon père. Mon père, c'était là le mot que je me répétais machinalement. Je ne m'étais jamais demandé d'une façon bien précise ce que c'était qu'un père, et vaguement, d'instinct, j'avais cru que c'était une mère à grosse voix. Mais en regardant celui qui me tombait du ciel, je me sentis pris d'un effroi douloureux. Au lieu de rester immobile, comme si tu étais gelé, me dit-il, mets les assiettes sur la table.
Je me hâtai d'obéir. La soupe était faite. Mère Barberin la servit dans les assiettes. J'étais si troublé, si inquiet, que je ne pouvais manger, et je la regardais aussi, mais à la dérobée, baissant les yeux quand je rencontrais les siens. « Alors, tu n'as pas faim, me dit-il. »« Non. »« Eh bien, va te coucher et tâche de dormir tout de suite, sinon je me fâche. » Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine était en même temps notre chambre à coucher. Auprès de la cheminée, tout ce qui servait au manger, la table, la huche, le buffet, à l'autre bout les meubles propres au coucher, dans un angle le lit de mère Barberin, dans le coin opposé le mien, qui se trouvait dans une sorte d'armoire, entouré d'un lambrequin en toile rouge. Je me dépêchai de me déshabiller et de me coucher. Mais dormir était une autre affaire. On ne dort pas par ordre, on dort parce qu'on a sommeil et qu'on est tranquille. Or je n'avais pas sommeil et n'étais pas tranquille. Au bout d'un certain temps, je ne saurais dire combien, j'entendis qu'on s'approchait de mon lit. « Dors-tu » demanda une voix étouffée. Je n'eus garde de répondre, car les terribles mots « je me fâche » retentissaient encore à mon oreille. « Il dort, dit mère Barberin. Aussitôt couché, aussitôt endormi, c'est son habitude. Tu peux parler sans craindre qu'il t'entende. » Sans doute j'aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n'osais point. On m'avait commandé de dormir, je ne dormais pas, j'étais en faute. « Ton procès, où en est-il » demanda mère Barberin. « Perdu. Les juges ont décidé que j'étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l'entrepreneur ne me devait rien. » Là-dessus, il donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée. « Le procès perdu, reprit-il bientôt, notre argent perdu, estropié, la misère, voilà. Et comme si ce n'était pas assez, en rentrant ici, je trouve un enfant. M'expliqueras-tu pourquoi tu n'as pas fait comme je t'avais dit de faire ? Parce que je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu le porter aux enfants trouvés ? On n'abandonne pas comme ça un enfant qu'on a nourri de son lait et qu'on aime. Ce n'était pas ton enfant. Enfin, je voulais faire ce que tu demandais, mais voilà précisément qu'il est tombé malade. Malade ? Oui, malade. Ce n'était pas le moment, n'est-ce pas, de le porter à l'hospice pour le tuer. Et quand il a été guéri ? C'est qu'il n'a pas été guéri tout de suite. Après cette maladie en est venue une autre. Il toussait, le pauvre petit, à vous fendre le cœur. C'est comme ça que notre petit Nicolas est mort. Il me semblait que si je portais celui-là à la ville, il mourrait aussi. Mais après, le temps avait marché. Puisque j'avais attendu jusque-là, je pouvais bien attendre encore. Quel âge a-t-il présentement ? 8 ans. Eh bien, il ira à 8 ans là où il aurait dû aller autrefois, et ça ne le sera pas plus agréable. Voilà ce qu'il y aura gagné. Ah, Jérôme, tu ne feras pas ça. Je ne ferai pas ça, et qui m'en empêchera ? Crois-tu que nous pouvons le garder toujours ? Il y eut un moment de silence, et je pus respirer. L'émotion me serrait à la gorge au point de m'étouffer. Bientôt mère Barberin reprit. « Ah, comme Paris t'a changé. Tu n'aurais pas parlé comme ça avant d'aller à Paris. » Peut-être, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si Paris m'a changé, il m'a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant, la tienne, la mienne ? Nous n'avons plus d'argent. La vache est vendue. Faut-il que quand nous n'avons pas de quoi manger, nous nourrissions un enfant qui n'est pas le nôtre ? C'est le mien. Ce n'est pas plus le tien que le mien. Ce n'est pas un enfant de paysan. Je le regardais pendant le souper. C'est délicat, c'est maigre, pas de bras, pas de jambes. C'est le plus joli enfant du pays. Joli, je ne dis pas, mais solide. Est-ce que c'est sa gentillesse qui lui donnera à manger ? Est-ce qu'on est un travailleur avec des épaules comme les siennes ? On est un enfant de la ville, et les enfants des villes, il ne nous en faut pas ici. Je te dis que c'est un brave enfant, il a de l'esprit comme un chat, et avec cela bon cœur. Il travaillera pour nous. En attendant, il faudra que nous travaillions pour lui, et moi je ne peux plus travailler. Et si ses parents le réclament, qu'est-ce que tu diras ? Ses parents ? Est-ce qu'il a des parents ? S'il en avait, il l'aurait cherché, et depuis 8 ans trouvé, bien sûr. Ah, j'ai fait une fameuse sottise de croire qu'il avait des parents qui le réclameraient un jour, et nous payeraient notre peine pour l'avoir élevé. Je n'ai été qu'un nigaud, qu'un imbécile. Parce qu'il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles, cela ne voulait pas dire que ses parents le chercheraient. Ils sont peut-être morts d'ailleurs. La porte s'ouvrit et se referma, il était parti. Alors, me redressant vivement, je me mis à appeler mère Barberin. « Ah, maman !» Elle accourut près de mon lit. « Tu ne dormais donc pas ?» me demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas ma faute. »« Je ne te gronde pas. Alors tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme ? » ?»« Oui, mais tu n'es pas ma maman. Mais lui, ce n'est pas mon père. » Je ne prononçai pas ces quelques mots sur le même ton, car si j'étais désolé d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux, presque fier, de savoir que lui n'était pas mon père. De là une contradiction dans mes sentiments,
qui se traduisit dans ma voix. Mais Mère Barberin ne parut pas y prendre attention. « J'aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité, mais tu étais si bien, mon enfant, que je ne pouvais pas te dire sans raison que je n'étais pas ta vraie mère. Ta mère, pauvre petit, tu l'as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante? Ne l'est-elle plus? On n'en sait rien. » Un matin à Paris, comme Jérôme allait à son travail, et qu'il passait dans une rue qu'on appelle l'avenue de Breteuil, qui est large et plantée d'arbres, il entendit les cris d'un enfant. Il semblait partir de l'embrasure d'une porte d'un jardin. C'était au mois de février. Il faisait petit jour. Il s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu'un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre et se sauver. Sans doute cet homme s'était caché là pour voir si l'on trouverait l'enfant, qu'il avait lui-même placé dans l'embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé, car l'enfant criait de toutes ses forces, comme s'il avait compris qu'un secours lui était arrivé, et qu'il ne fallait pas le laisser échapper. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu'il devait faire, il fut rejoint par d'autres ouvriers, et l'on décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute il souffrait du froid, mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très chaud, et que les cris continuaient, on pensa qu'il souffrait de la faim, et l'on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus, il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C'était un beau garçon de 5 ou 6 mois, rose, gros, gras, superbe. Les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu'allait-on en faire? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l'enfant avec celle de ses langes, qui n'étaient pas marquées, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés. Si personne parmi tous ceux qui étaient là ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents, qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. J'avais justement un enfant du même âge, mais ce n'était pas pour moi une affaire d'en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman! Au bout de 3 mois, je perdis mon enfant, et alors je m'attachai à toi davantage. J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas, lui, et voyant au bout de 3 ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi. « Oh, pas à l'hospice » m'écriai-je en me cramponnant à elle. « Mère Barberin, pas à l'hospice, je t'en prie. »« Tu n'iras pas, mais à une condition. C'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve éveillé. » Et après m'avoir embrassé, elle me tourna le nez contre la muraille. J'aurais voulu m'endormir, mais j'avais été trop rudement ébranlé, trop profondément ému pour trouver à volonté le calme et le sommeil. Il y avait au village 2 enfants qu'on appelait les enfants de l'hospice. Ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro. Ils étaient mal habillés et sales, on se moquait d'eux, on les battait. Les autres enfants avaient la méchanceté de les poursuivre souvent comme on poursuit un chien perdu pour s'amuser, et aussi parce qu'un chien perdu n'a personne pour le défendre. Ah, je ne voulais pas être comme ces enfants. Je ne voulais pas avoir un numéro au cou. Je ne voulais pas qu'on courût après moi en criant « À l'hospice, à l'hospice !» Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents. Et je ne dormais pas, et Barberin allait rentrer. Heureusement, il ne revint pas aussitôt qu'il avait dit, et le sommeil arriva pour moi avant lui. 3. La troupe du seigneur Vitalis. Sans doute je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit, et de regarder autour de moi, pour être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien, et je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Sans doute mère Barberin avait parlé, elle l'avait décidé à me garder. Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours. Mais à la dérobée, elle me fit un signe qui disait que je devais obéir. En même temps, un mouvement de sa main me rassura. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. La distance est longue de notre maison au village. Il y en a bien pour 1 heure de marche.
Cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant sans que sa tête fît un seul mouvement, et de temps en temps il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais. Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés, il referma la porte. Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café, qui l'avait engagé à entrer, j'allais m'asseoir près de la cheminée et regarder autour de moi. Dans le coin opposé à celui que j'occupais, se trouvait un grand vieillard à barbe blanche, qui portait un costume bizarre, et tel que je n'en avais jamais vu. Sur ses cheveux, qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris, orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton dont la laine était en dedans le serrait à la taille. Cette peau n'avait pas de manches, et par deux trous ouverts aux épaules sortaient les bras vêtus d'une étoffe de velours, qui autrefois avait dû être bleue. Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite, son coude reposait sur son genou ployé. Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme. Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église. Auprès de lui, trois chiens, tassés sous sa chaise, se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce. Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir. Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin et le maître du café causaient à demi-voix, et j'entendais qu'il était question de moi. Barberin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire, afin que celui-ci demandât aux hospices de lui payer une pension pour me garder. C'était donc là ce que mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n'avais plus rien à craindre. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout à coup, il étendit la main droite vers moi, et s'adressant à Barberin. « C'est cet enfant-là qui vous gêne » dit-il avec un accent étranger. « Lui-même. Et vous croyez que l'administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice? Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge, il faut bien que quelqu'un paie pour lui. C'est juste, il me semble. » Je ne dis pas non, mais croyez-vous que tout ce qui est juste peut toujours se faire? Pour ça, non. Eh bien, je crois que vous n'obtiendrez jamais la pension que vous demandez. Alors, il ira à l'hospice. Il n'y a pas de loi qui me force à le garder dans ma maison si je n'en veux pas. Vous avez consenti autrefois à le recevoir. C'était prendre l'engagement de le garder. Eh bien, je ne le garderai pas, et quand je devrais le mettre dans la rue, je m'en débarrasserai. Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard, après un moment de réflexion, et même de gagner à cela quelque chose. Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paie une bouteille, et de bon cœur encore. Commandez la bouteille, et votre affaire est faite. Sûrement? Sûrement. Le vieillard, quittant sa chaise, vint s'asseoir vis-à-vis de Barberin. Chose étrange, au moment où il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par un mouvement que je ne m'expliquais pas. C'était à croire qu'il avait un chien dans le bras gauche. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il se passer? Je l'avais suivi des yeux avec une émotion cruelle. « Ce que vous voulez, n'est-ce pas, dit-il, c'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain. Ou bien, s'il continue à le manger, c'est qu'on vous le paie. Juste parce que... Oh, le motif, vous savez, ça ne me regarde pas. Je n'ai donc pas besoin de le connaître. Il me suffit de savoir que vous ne voulez plus de l'enfant. S'il en est ainsi, donnez-le-moi, je m'en charge. » « Vous le donnez? Dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser? Vous donnez un enfant comme celui-là, un si bel enfant, car il est bel enfant, regardez-le. Je l'ai regardé. Rémi, viens ici. Je m'approchai de la table en tremblant. Allons, n'aie pas peur, petit, dit le vieillard. Regardez, continua Barberin. Je ne dis pas que c'est un vilain enfant. Si c'est un vilain enfant, je n'en voudrais pas. Les monstres, ce n'est pas mon affaire. Il est bon pour travailler. Il est bien faible. Lui faible, allons donc. Il est fort comme un homme et solide et sain. Tenez, voyez ses jambes. En avez-vous jamais vu de plus droites? Barberin releva mon pantalon. Trop mince, dit le vieillard. Et ses bras, continua Barberin. Les bras sont comme les jambes, ça peut aller, mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère. Lui, ne pas résister, mais tâtez donc. Voyez, tâtez vous-même. Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes, en les palpant, secouant la tête et faisant la moue.
J'avais déjà assisté à une scène semblable, quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi il l'avait tâtée et palpée. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue. Ce n'était pas une bonne vache. Il lui serait impossible de la revendre, et cependant il l'avait achetée, puis emmenée. Le vieillard allait-il m'acheter et m'emmener? Ah, mère Barberin, mère Barberin! Malheureusement, elle n'était pas là pour me défendre. Enfin, dit le vieillard, tel qu'il est, je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l'achète pas, je vous le loue. Je vous en donne 20 francs par an. 20 francs? C'est un bon prix, et je paie d'avance. Vous touchez 4 belles pièces de 100 sous, et vous êtes débarrassé de l'enfant. Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse de cuir, dans laquelle il prit 4 pièces d'argent, qu'il étala sur la table en les faisant sonner. Pensez donc, s'écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l'autre. Qu'importe. Il y aura du profit pour ceux qui l'auront élevé. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargé. Ce mot de Barberin, si je n'avais pas compté sur ses parents, je ne me serais jamais chargé de lui, me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme! Et c'est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte? Enfin, à qui s'adresseront-ils, ses parents, si jamais ils paraissaient? À vous, n'est-ce pas, et non à moi, qu'ils ne connaissent pas? Et si c'est vous qui les retrouvez? Allons, convenons que s'il a des parents un jour, nous partagerons le profit, et je mets 30 francs. Mettez-en 40. Non, pour les services qu'il me rendra, ce n'est pas possible. Et quel service voulez-vous qu'il vous rende? Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes, pour de bons bras, il a de bons bras. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, mais enfin, à quoi le trouvez-vous propre? Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois, et vidant son verre à petits coups. À me tenir compagnie, dit-il, je me fais vieux, et le soir, quelquefois, après une journée de fatigue, quand le temps est mauvais, j'ai des idées tristes, il me distraira. Il est sûr que pour cela les jambes seront assez solides. Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter, et puis marcher, et puis après avoir marché, sauter encore. Enfin, il prendra la place dans la troupe du signor Vitalis. Et où est-elle, votre troupe? Le signor Vitalis, c'est moi, comme vous devez vous en douter. La troupe, je vais vous la montrer, puisque vous désirez faire sa connaissance. Disant cela, il ouvrit sa peau de mouton et prit dans sa main un animal étrange, qu'il tenait sous son bras gauche serré contre sa poitrine. Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre, que je voyais pour la première fois, et que je regardais avec stupéfaction. Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée d'un galon doré, mais les bras et les jambes étaient nus, car c'étaient bien des bras et des jambes qu'elle avait, et non des pattes. Seulement ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau noire, et non blanche ou camée. « Ah, le vilain singe !» s'écria Barberin. Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n'avais jamais vu des singes, j'en avais au moins entendu parler. Ce n'était donc pas un enfant noir que j'avais devant moi, c'était un singe. « Voici le premier sujet de ma troupe, dit Vitalis, c'est monsieur Jolicoeur. Jolicoeur, mon ami, saluez la société. » Jolicoeur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser. Maintenant, continua Vitalis, étendant sa main vers le caniche blanc, à un autre, le signor Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à l'estimable société ici présente. À ce commandement, le caniche, qui jusque-là n'avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement, et se dressant sur ses pattes de derrière, il croisa ses 2 pattes de devant sur sa poitrine, puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol. Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades, et d'une patte, tandis qu'il tenait toujours l'autre sur sa poitrine, il leur fit signe d'approcher. Les 2 chiens, qui avaient les yeux attachés sur leurs camarades, se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte de devant, comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement 6 pas en avant, puis après 3 pas en arrière, et saluèrent la société. Celui que j'appelle Capi, continua Vitalis, autrement dit Capitano en italien, est le chef des chiens. C'est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poils noirs est le signor Zerbino, ce qui signifie le galant, nom qu'il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne à l'air modeste, c'est la signora Dolce, une charmante anglaise, qui n'a pas volé son nom de douce. C'est avec ces sujets remarquables, à des titres différents, que j'ai l'avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi. Le caniche croisa les pattes. Capi, venez ici, mon ami, et soyez assez aimable, je vous prie. Ce sont des personnes bien élevées à qui je parle toujours poliment. Soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes quelle heure il est.
Capi décroisa les pattes, s'approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa 2 fois distinctement. Puis après ces 2 jappements bien accentués, d'une voix forte et nette, il en poussa 3 autres plus faibles. Il était en effet 2h03. C'est bien, dit Vitalis, je vous remercie, signor Capi. Et maintenant je vous prie d'inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde. Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit un signe à Zerbino, et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde, et tous 2 se mirent gravement à la faire tourner. Quand le mouvement fut régulier, Dolce s'élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître. « Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves sont intelligents. Mais l'intelligence ne s'apprécie à toute sa valeur que par la comparaison. Voilà pourquoi j'engage ce garçon dans ma troupe. Il fera le rôle d'une bête, et l'esprit de mes élèves n'en sera que mieux apprécié. »« Oh, pour faire la bête, interrompit Barberin. Il faut avoir de l'esprit, continua Vitalis, et je crois que ce garçon n'en manquera pas, quand il aura pris quelques leçons. Au reste, nous verrons bien, et pour commencer nous allons en avoir tout de suite une preuve. S'il est intelligent, il comprendra qu'avec le signor Vitalis, on a la chance de se promener, de parcourir la France et 10 autres pays, de mener une vie libre au lieu de rester derrière des bœufs, à marcher tous les jours dans le même champ, du matin au soir, tandis que s'il n'est pas intelligent, il pleurera, il criera, et comme le signor Vitalis n'aime pas les enfants méchants, il ne l'emmènera pas avec lui. Alors l'enfant méchant ira à l'hospice où il faut travailler dur et manger peu. » J'étais assez intelligent pour comprendre ces paroles, mais de la compréhension à l'exécution, il y avait une terrible distance à franchir. Assurément, les élèves du signor Vitalis étaient bien drôles, bien amusants, et ce devait être bien amusant aussi de se promener toujours, mais pour les suivre et se promener avec eux, il fallait quitter Mère Barberin. Il est vrai que si je refusais, je ne resterais peut-être pas avec Mère Barberin, on m'enverrait à l'hospice. Comme je demeurais troublé, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout du doigt sur la joue. « Allons, dit-il, l'enfant comprend, puisqu'il ne crie pas. La raison entrera dans cette petite tête, et demain... »« Oh, monsieur, m'écriai-je, laissez-moi maman Barberin, je vous en prie. » Mais avant d'en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi. En même temps, le chien s'élança vers la table, sur laquelle Jolicoeur était resté assis. Celui-ci, profitant d'un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître, qui était plein de vin, et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe, et en fidèle serviteur qu'il était, il avait voulu l'empêcher. « Monsieur Jolicoeur, dit Vitalis d'une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon. Allez vous mettre là-bas dans le coin, le nez tourné contre la muraille. Et vous, Zerbino, montez la garde devant lui. S'il bouge, donnez-lui une bonne claque. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien. Tendez-moi la patte que je vous la serre. » Tandis que le singe obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien heureux, fier, tendait la patte à son maître. « Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc 30 francs. Non, 40. Une discussion s'engagea, mais bientôt Vitalis l'interrompit. « Cet enfant doit s'ennuyer ici, dit-il, qu'il aille donc se promener dans la cour de l'auberge et s'amuser. » En même temps, il fit un signe à Barberin. « Oui, c'est vrai. Oui, c'est cela, dit celui-ci, va dans la cour, mais n'en bouge pas avant que je t'appelle, ou sinon je me fâche. » Je n'avais qu'à obéir, ce que je fis. J'allai donc dans la cour, mais je n'avais pas le cœur de m'amuser. Je m'assis sur une pierre et restai à réfléchir. C'était mon sort qui se décidait en ce moment même. Quel allait-il être? Le froid et l'angoisse me faisaient grelotter. La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car elle s'écoula plus d'une heure avant que celui-ci vînt dans la cour. Enfin, je le vis paraître. Il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis? Allons, me dit-il, en route pour la maison. La maison, je ne quitterai donc pas Mère Barberin? J'aurais voulu l'interroger, mais je n'osais pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur. La route se fit silencieusement, mais environ 10 minutes avant d'arriver, Barberin, qui marchait devant, s'arrêta. « Tu sais, me dit-il en me prenant rudement par l'oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu le paieras cher. Ainsi, attention. » 4. La maison maternelle. « Eh bien, demanda Mère Barberin quand nous entrâmes, qu'a dit le maître? Nous ne l'avons pas vu. »« Comment, vous ne l'avez pas vu ?»
Non, j'ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard. Nous y retournerons demain. » Ainsi Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l'homme au chien. En route, je m'étais plus de 9 fois demandé s'il n'y avait pas une ruse dans ce retour à la maison. Mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s'agitaient confusément dans mon esprit troublé. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, il était certain que Barberin n'avait pas accepté les propositions de Vitalis. Cependant, malgré ces menaces, j'aurais parlé de mes doutes à ma mère Barberin, si j'avais pu me trouver seul un instant avec elle. Mais de toute la soirée Barberin ne quitta pas la maison, et je me couchai sans avoir pu trouver l'occasion que j'attendais. Je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levai, je n'aperçus point mère Barberin. « Maman !»« Elle est au village, elle ne reviendra qu'après-midi. » Sans savoir pourquoi cette absence m'inquiéta. Elle n'avait pas dit la veille qu'elle irait au village. Comment n'avait-elle pas attendu pour nous accompagner, puisque nous devons y aller cet après-midi? Sera-t-elle revenue quand nous partirions? Une crainte vague me serra le cœur. Sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j'eus cependant le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange, peu fait pour me rassurer. Voulant échapper à ce regard, je m'en allai dans le jardin. Ce jardin, qui n'était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c'était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l'exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions, pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n'y trouvait-on pas de terrain perdu. Cependant mère Barberin m'en avait donné un petit coin, dans lequel j'avais réuni une infinité de plantes, d'herbes, de mousses arrachées le matin à la lisière des bois ou le long des haies pendant que je gardais notre vache, et replantées l'après-midi dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard les unes à côté des autres. Assurément ce n'était point un beau jardin avec des allées bien sablées et des plates-bandes divisées au cordeau, pleines de fleurs rares. Ceux qui passaient dans le chemin ne s'arrêtaient point pour le regarder par-dessus la haie d'épines tondues au ciseau. Mais tel qu'il était, il avait ce mérite et ce charme de m'appartenir. Il était ma chose, mon bien, mon ouvrage. Je l'arrangeais comme je voulais, selon ma fantaisie de l'heure présente, et quand j'en parlais, ce qui m'arrivait 20 fois par jour, je disais « mon jardin ». J'étais à 2 genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Que me voulait-il? Je me hâtais de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément je compris ce que Barberin voulait de moi. Vitalis venait me chercher, et c'était pour que la mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin Barberin l'avait envoyé au village. Sentant bien que je n'avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis. « Oh, monsieur, m'écriai-je, je vous en prie, ne m'emmenez pas !» Et j'éclatai en sanglots. « Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats point les enfants. Et puis tu auras la compagnie de mes élèves, qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter? Mère Barberin, mère Barberin. En tout cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin en me prenant rudement par l'oreille. Monsieur ou l'hospice, choisis. Non, mère Barberin. Ah, tu m'ennuies à la fin, s'écria Barberin, qui se mit dans une terrible colère. S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je vais faire. Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit Vitalis. Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur, c'est bon signe. Si vous le plaignez, il va hurler plus fort. Maintenant, aux affaires. Disant cela, Vitalis étala sur la table 8 pièces de 5 francs, que Barberin, en un tour de main, fit disparaître dans sa poche. Où est le paquet? Demanda Vitalis. Le voilà, répondit Barberin, en montrant un mouchoir en cotonnade bleue, noué par les 4 coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir. Il s'y trouvait 2 de mes chemises et un pantalon de toile. « Ce n'est pas de cela que nous étions convenus, dit Vitalis. Vous deviez me donner ces affaires, et je ne trouve là que des guenilles. Il n'en a pas d'autres. Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûr qu'il dirait que ce n'est pas vrai. Mais je ne veux pas discuter là-dessus. Je n'ai pas le temps, il faut se mettre en route. Allons, mon petit, comment se nomme-t-il? Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, marche. Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. Ah, la pauvre maison, il me sembla, quand j'en franchis le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement, je regardai autour de moi. Mes yeux, obscurcis par les larmes, ne virent personne à qui demander secours, personne sur la route, personne dans les prés d'alentour. Je me mis à appeler.
Maman, mère Barberin !» Mais personne ne répondit à ma voix qui s'éteignit dans un sanglot. Il fallut suivre Vitalis, qui ne m'avait pas lâché le poignet. « Bon voyage !» cria Barberin, et il rentra dans la maison. Et là, c'était fini. « Allons Rémi, marchons, mon enfant, dit Vitalis, et sa main tira mon bras. Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa point son pas, et même je crois bien qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait en lacet le long de la montagne, et à chaque détour, j'apercevais la maison de mère Barberin, qui diminuait. Bien souvent j'avais parcouru ce chemin, et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini, plus rien, devant moi l'inconnu, derrière moi la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux, et que sans doute je ne reverrai jamais. Heureusement la montée était longue. Cependant, à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. « Voulez-vous me laisser reposer un peu ?» lui dis-je. « Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, il desserra la main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi, et faire un signe que celui-ci comprit. Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe, et vint se placer derrière moi. Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m'avait déjà indiqué. Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allais m'asseoir sur le parapet gazonné, et Capi me suivit de près. Assis sur le parapet, je cherchais de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de mère Barberin. Au-dessous de nous s'étendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois. Puis tout au bas se dressait isolée la maison maternelle, où j'avais été élevé. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée, et montant droit dans l'air tranquille, s'élevait jusqu'à nous. Soit illusion du souvenir, soit réalité, cette fumée m'apportait l'odeur des feuilles de chêne, qui avaient séché autour des branches des bourrées avec lesquelles nous avions fait du feu pendant tout l'hiver. Il me sembla que j'étais encore au coin du foyer, sur mon petit banc, les pieds dans les cendres, quand le vent s'engouffrant dans la cheminée nous rabattait la fumée au visage. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leur forme nette, distincte, diminuée, rapetissée seulement. Encore un pas sur la route, et à jamais tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui, du village, monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d'arbres, puis elle reparut bientôt. La distance était telle que je ne distinguais que la blancheur de la coiffe, qui, comme un papillon printanier aux couleurs pâles, voltigeait entre les branches. Mais il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus mère Barberin. C'était elle, j'en étais certain. Je sentais que c'était elle. « Eh bien, demanda Vitalis, nous mettons-nous en route ? » ?»« Oh, monsieur, je vous en prie. »« C'est donc faux, ce qu'on disait. Tu n'as pas de jambes. Pour si peu déjà fatigué, cela ne nous promet pas de bonnes journées. » Mais je ne répondis pas, je regardais. C'était mère Barberin, c'était sa coiffe, c'était son jupon bleu, c'était elle. Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour, qu'elle traversa rapidement. Aussitôt je me levai debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de çà et de là, dans la cour, les bras étendus. Elle me cherchait. Je me penchai en avant, et de toutes mes forces je me mis à crier « Maman, maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre ni dominer le murmure du ruisseau. Elle se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc » demanda Vitalis. « Deviens-tu fou ?» Sans répondre, je restai les yeux attachés sur mère Barberin. Mais elle ne me savait pas si près d'elle, et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle avait traversé la cour, et revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés. Je criai plus fort, mais comme la première fois, inutilement. Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit, dit-il à mi-voix. »« Oh, je vous en prie, m'écriai-je, encouragé par ces mots de compassion. Laissez-moi retourner. » Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon garçon. » Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement. « Capi, dit-il, Zerbino. » Et les deux chiens m'entourèrent, Capi derrière, Zerbino devant. Il fallut suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournai la tête. Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée ni notre maison.
Tout au loin seulement des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu'au ciel. Mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes. 5. En route. Pour acheter les enfants 40 francs, il n'en résulte pas nécessairement qu'on soit un ogre et qu'on fasse provision de chair fraîche afin de la manger. Vitalis ne voulait pas me manger, et par une exception rare chez les acheteurs d'enfants, ce n'était pas un méchant homme. J'en eus bientôt la preuve. C'était sur la crête même de la montagne qui sépare le bassin de la Loire et celui de la Dordogne qu'il m'avait repris le poignet, et presque aussitôt nous avions commencé à descendre sur le versant exposé au midi. Après avoir marché environ un quart d'heure, il m'abandonna le bras. « Maintenant, dit-il, chemine doucement près de moi. Mais n'oublie pas que, si tu voulais te sauver, Capi et Zerbino t'auraient bien vite rejoint. Ils ont les dents pointues. » Me sauver, je sentais que c'était maintenant impossible, et que par suite, il était inutile de le tenter. Je poussai un soupir. « Tu as le cœur gros, continua Vitalis. Je comprends cela, et ne t'en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n'est pas pour ton malheur que je t'emmène. Que serais-tu devenu? Tu aurais été probablement à l'hospice. Les gens qui t'ont élevé ne sont pas tes pères et mères. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi, et tu l'aimes. Tu es désolé de la quitter. Tout cela c'est bien. Mais fais réflexion qu'elle n'aurait pas pu te garder malgré son mari. Ce mari, de son côté, n'est peut-être pas aussi dur que tu le crois. Il n'a pas de quoi vivre, il est estropié, il ne peut plus travailler et il calcule qu'il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd'hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu'on veut. Sans doute c'étaient là des paroles de sagesse, ou tout au moins d'expérience. Mais il y avait un fait qui en ce moment criait plus fort que toutes les paroles, la séparation. Je ne verrais plus celle qui m'avait élevé, qui m'avait caressé, celle que j'aimais, ma mère. Et cette pensée me serrait à la gorge, m'étouffait. Cependant je marchais près de Vitalis, cherchant à me répéter ce qu'il venait de me dire. Sans doute tout cela était vrai. Barberin n'était pas mon père. Il n'y avait pas de raison qui l'obligeasse à souffrir la misère pour moi. Il avait bien voulu me recueillir et m'élever. Si maintenant il me renvoyait, c'était parce qu'il ne pouvait plus me garder. Ce n'était pas de la présente journée que je devais me souvenir en pensant à lui, mais des années passées dans sa maison. Réfléchis à ce que je t'ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis. Tu ne seras pas trop malheureux avec moi. Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s'étendait plate et monotone à perte de vue. Pas de maison, pas d'arbres. Un plateau couvert de bruyères rousses, avec çà et là de grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent. « Tu vois, me dit Vitalis, étendant la main sur la lande, qu'il serait inutile de chercher à te sauver. Tu serais tout de suite repris par Capi et Zerbino. Me sauver, je n'y pensais plus. Où aller d'ailleurs? Chez qui? Après tout, ce grand et beau vieillard, à barbe blanche, n'était peut-être pas aussi terrible que je l'avais cru d'abord. Et s'il était mon maître, peut-être ne serait-il pas un maître impitoyable. Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les landes que pour trouver des champs de brande, et n'apercevant tout autour de nous, aussi loin que le regard s'étendait, que quelques collines arrondies au sommet stérile. Je m'étais fait une toute autre idée des voyages, et quand parfois dans mes rêveries enfantines j'avais quitté mon village, ça avait été pour de belles contrées qui ne ressemblaient en rien à celles que la réalité me montrait. C'était la première fois que je faisais une pareille marche, d'une seule traite et sans me reposer. Je traînais les jambes et j'avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant, je n'osais pas demander à m'arrêter. « Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il. À Ussel, je t'achèterai des souliers. »« Ussel, c'est encore loin ?»« Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant. Tu as bien envie d'avoir des souliers, mon garçon. Eh bien, je t'en promets avec des clous dessous. Et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j'espère, et te donner des jambes pour faire les 6 lieues qui nous restent. Des souliers à clous, une culotte de velours, une veste, un chapeau. Ah, si mère Barberin me voyait, comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi. Quel malheur qu'Ussel fût encore si loin. Malgré les souliers et la culotte de velours, qui étaient au bout des 6 lieues qui nous restaient à faire, il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin. Heureusement le temps vint à mon aide. Le ciel, qui avait été bleu depuis notre départ,
s'emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une pluie fine qui ne cessa plus. Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé, et il pouvait abriter Joli Cœur, qui à la première goutte de pluie était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n'avions rien pour nous couvrir, nous n'avions pas tardé à être mouillés jusqu'à la peau. Encore les chiens pouvaient-ils de temps en temps se secouer, tandis que ce moyen naturel n'était pas fait pour moi. Je devais marcher sous un poids qui m'écrasait et me glaçait. « T'enrhumes-tu facilement » me demanda mon maître. « Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir jamais été enrhumé. »« Bien cela, bien, décidément il y a du bon en toi. Mais je ne veux pas t'exposer inutilement, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons. » Mais il n'y avait pas d'auberge dans ce village, et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant, qui traînait avec lui un enfant et 3 chiens aussi crottés les uns que les autres. Enfin un paysan plus charitable que ses voisins voulut bien nous ouvrir la porte d'une grange. Nous avions un toit pour nous abriter, et la pluie ne nous tombait plus sur le corps. Vitalis était un homme de précaution, qui ne se mettait pas en route sans provision. Dans le sac de soldat qu'il portait sur ses épaules se trouvait une grosse miche de pain qu'il partagea en 4 morceaux. Alors je vis pour la première fois comment il maintenait l'obéissance et la discipline dans sa troupe. Pendant que nous errions de porte en porte, cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison, et il en était ressorti aussitôt rapidement, portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n'avait dit qu'un mot. « À ce soir, Zerbino !» Je ne pensais plus à ce vol, quand je vis au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse. Nous étions assis sur 2 bottes de fougères, Vitalis et moi à côté l'un de l'autre, Joli Cœur entre nous deux. Les 3 chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolcet les yeux attachés sur ceux de leur maître, Zerbino le nez incliné en avant, les oreilles rasées. « Que le voleur sorte des rangs, dit Vitalis d'une voix de commandement, et qu'il aille dans un coin, il se couchera sans souper. » Aussitôt Zerbino quitta sa place et marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin que la main de son maître lui avait indiqué. Il se fourra tout entier sous un amas de fougères, et nous ne le vîmes plus, mais nous l'entendions souffler plaintivement, avec des petits cris étouffés. Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon pain, et tout en mangeant le sien, il partagea par petites bouchées, entre Joli Cœur, Capi et Dolcet, les morceaux qui leur étaient destinés. Pendant les derniers mois que j'avais vécu auprès de Mère Barberin, je n'avais certes pas été gâté. Cependant le changement me parut rude. Ah, comme la soupe chaude que Mère Barberin nous faisait tous les soirs m'eût paru bonne, même sans beurre. Comme le coin du feu m'eût été agréable, comme je me serais glissé avec bonheur dans mes draps en remontant les couvertures jusqu'à mon nez. Mais hélas, il ne pouvait être question ni de draps ni de couverture, et nous devions nous trouver encore bien heureux d'avoir un lit de fougères. Est-ce qu'il en serait maintenant tous les jours ainsi? Marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n'avoir pour souper qu'un morceau de pain sec, personne pour me plaindre, personne à aimer, plus de Mère Barberin. Comme je réfléchissais tristement, le cœur gros et les yeux pleins de larmes, je sentis un souffle tiède me passer sur le visage. J'étendis la main en avant et je rencontrai le poil laineux de Capi. Il s'était doucement approché de moi, s'avançant avec précaution sur la fougère, et il me sentait, il reniflait doucement, son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux. Que voulait-il? Il se coucha bientôt sur la fougère, tout près de moi, et délicatement il se mit à me lécher la main. Tout ému de cette caresse, je me soulevai à demi et l'embrassai sur son nez froid. Il poussa un petit cri étouffé, puis vivement il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus. Alors j'oubliai fatigue et chagrin. Ma gorge contractée se desserra. Je respirais, je n'étais plus seul, j'avais un ami. 6. Mes débuts. Le lendemain, nous nous mîmes en route de bonne heure. Plus de pluie, un ciel bleu et grâce au vent sec qui avait soufflé pendant la nuit, peu de boue. Les oiseaux chantaient joyeusement dans les buissons du chemin, et les chiens gambadaient autour de nous. De temps en temps, Capi se dressait sur ses pattes de derrière, et il me lançait au visage 2 ou 3 aboiements, dont je comprenais très bien la signification. « Du courage, disait-il. » Car c'était un chien fort intelligent, qui savait tout comprendre et toujours se faire comprendre. Bien souvent j'ai entendu dire qu'il ne lui manquait que la parole, mais je n'ai jamais pensé ainsi. Dans sa queue seule il y avait plus d'esprit et d'éloquence que dans la langue ou dans les yeux de bien des gens.
En tout cas, la parole n'a jamais été utile entre lui et moi. Du premier jour, nous nous sommes tout de suite compris. N'étant jamais sorti de mon village, j'étais curieux de voir une ville. Mais je dois avouer qu'Ussel ne m'éblouit point. Ces vieilles maisons à tourelles, qui font sans doute le bonheur des archéologues, me laissèrent tout à fait indifférent. Une idée emplissait ma tête et obscurcissait mes yeux, ou tout au moins ne leur permettait de voir qu'une seule chose, une boutique de cordonnier. Mes souliers, les souliers promis par Vitalis, l'heure était venue de les chausser. Où était la bienheureuse boutique qui allait me les fournir? Aussi, le seul souvenir qui me reste d'Ussel est celui d'une boutique sombre et enfumée, située auprès des halles. Il fallait descendre 3 marches pour entrer, et alors on se trouvait dans une grande salle où la lumière du soleil n'avait assurément jamais pénétré, depuis que le toit avait été posé sur la maison. Comment une aussi belle chose que des souliers pouvait-elle se vendre dans un endroit aussi affreux? Cependant Vitalis savait ce qu'il faisait en venant dans cette boutique, et bientôt j'eus le bonheur de chausser mes pieds dans des souliers ferrés qui pesaient bien 10 fois le poids de mes sabots. La générosité de mon maître ne s'arrêta pas là. Après les souliers, il m'acheta une veste de velours bleu, un pantalon de laine et un chapeau de feutre, enfin, tout ce qu'il m'avait promis. Du velours pour moi qui n'avais jamais porté que de la toile, des souliers et un chapeau quand je n'avais eu que mes cheveux pour coiffure. Décidément, c'était le meilleur homme du monde, le plus généreux et le plus riche. Il est vrai que le velours était froissé, il est vrai que la laine était râpée, il est vrai aussi qu'il était fort difficile de savoir quelle avait été la couleur primitive du feutre, tant il avait reçu de pluie et de poussière. Mais ébloui par tant de splendeur, j'étais insensible aux imperfections qui se cachaient sous leur éclat. J'avais hâte de revêtir ces beaux habits, mais avant de me les donner, Vitalis leur fit subir une transformation qui me jeta dans un étonnement douloureux. En rentrant à l'auberge, il prit des ciseaux dans son sac et coupa les 2 jambes de mon pantalon à la hauteur des genoux. Comme je le regardais avec des yeux effarés, « Ceci est ta seule femme, me dit-il, que tu ne ressembles pas à tout le monde. Nous sommes en France, je t'habille en italien. Si nous allons en Italie, ce qui est possible, je t'habillerai en français. » Cette explication ne faisant pas cesser mon étonnement, il continua. « Que sommes-nous? Des artistes, n'est-ce pas? Des comédiens qui, par leur seul aspect, doivent provoquer la curiosité. Crois-tu que si nous allions tantôt sur la place publique habillés comme des bourgeois ou des paysans, nous forcerions les gens à nous regarder et à s'arrêter autour de nous? Non, n'est-ce pas? Apprends donc que dans la vie, le paraître est quelquefois indispensable. Cela est fâcheux, mais nous n'y pouvons rien. Voilà comment, de Français que j'étais le matin, je devins Italien avant le soir. Mon pantalon s'arrêtant au genou, Vitalis attacha mes bras avec des cordons rouges croisés tout le long de la jambe. Sur mon feutre, il croisa aussi d'autres rubans, et il l'orna d'un bouquet de fleurs en laine. Je ne sais pas ce que d'autres auraient pu penser de moi, mais pour être sincère, je dois déclarer que je me trouvais superbe, et cela devait être car mon ami Capi, après m'avoir longuement contemplé, me tendit la patte d'un air satisfait. L'approbation que Capi donnait à ma transformation me fut d'autant plus agréable que pendant que j'endossais mes nouveaux vêtements, Joli Cœur s'était campé devant moi, et avait imité mes mouvements en les exagérant. Ma toilette terminée, il s'était posé les mains sur les hanches, et renversant sa tête en arrière, il s'était mis à rire en poussant des petits cris moqueurs. J'ai entendu dire que c'était une question scientifique intéressante de savoir si les singes riaient. Je pense que ceux qui se sont posé cette question sont des savants en chambre, qui n'ont jamais pris la peine d'étudier les singes. Pour moi, qui pendant longtemps ai vécu dans l'intimité de Joli Cœur, je puis affirmer qu'il riait, et souvent même d'une façon qui me mortifiait. Sans doute son rire n'était pas exactement semblable à celui de l'homme, mais enfin, lorsqu'un sentiment quelconque provoquait sa gaieté, on voyait les coins de sa bouche se tirer en arrière, ses paupières se plissaient, ses mâchoires remuaient rapidement, et ses yeux noirs semblaient lancer des flammes, comme de petits charbons sur lesquels on aurait soufflé. « Nous donnerons demain notre première représentation, dit Vitalis, et tu y figureras. Il faut donc que je te fasse répéter le rôle que je te destine. » Mes yeux étonnés lui dirent que je ne le comprenais pas. « J'entends par rôle ce que tu auras à faire dans cette représentation. Si je t'ai emmené avec moi, ce n'est pas précisément pour te procurer le plaisir de la promenade. Je ne suis pas assez riche pour cela. C'est pour que tu travailles, et ton travail consistera à jouer la comédie avec mes chiens et Joli Cœur. »« Mais je ne sais pas jouer la comédie, m'écriai-je effrayé. « C'est justement pour cela que je dois te l'apprendre.
Tu penses bien que ce n'est pas naturellement que Capi marche si gracieusement sur ses deux pattes de derrière. Pas plus que ce n'est pour son plaisir que Dulce danse à la corde. Capi a appris à se tenir debout sur ses pattes, et Dulce a appris aussi à danser à la corde. Ils ont même dû travailler beaucoup et longtemps pour acquérir ces talents, ainsi que ceux qui les rendent d'habiles comédiens. Eh bien, toi aussi tu dois travailler pour apprendre les différents rôles que tu joueras avec eux. Mettons-nous donc à l'ouvrage. J'avais à cette époque des idées tout à fait primitives sur le travail. Je croyais que pour travailler il fallait bêcher la terre, ou fendre un arbre, ou tailler la pierre, et n'imaginais point autre chose. La pièce que nous allons représenter, continua Vitalis, a pour titre le domestique de Monsieur Jolicoeur, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Voici le sujet. Monsieur Jolicoeur a eu jusqu'à ce jour un domestique, dont il est très content, c'est Capi. Mais Capi devient vieux, et d'un autre côté, Monsieur Jolicoeur veut un nouveau domestique. Capi se charge de lui en procurer un. Mais ce ne sera pas un chien qu'il se donnera pour successeur, ce sera un jeune garçon, un paysan nommé Rémi. Comme moi? Non, pas comme toi, mais toi-même. Tu arrives de ton village pour entrer au service de Jolicoeur. Les singes n'ont pas de domestique. Dans les comédies, ils en ont. Tu arrives donc, et Monsieur Jolicoeur trouve que tu as l'air d'un imbécile. Ce n'est pas amusant, cela. Qu'est-ce que cela te fait, puisque c'est pour rire? D'ailleurs, figure-toi que tu arrives véritablement chez un monsieur pour être domestique, et qu'on te dit par exemple de mettre la table. Précisément, en voici une qui doit servir dans notre représentation. Avance et dispose le couvert. Sur cette table, il y avait des assiettes, un verre, un couteau, une fourchette et du linge blanc. Comment devait-on arranger tout cela? Comme je me posais ces questions et restais les bras tendus, penché en avant, la bouche ouverte, ne sachant par où commencer, mon maître battit des mains en riant aux éclats. « Bravo, dit-il, bravo, c'est parfait. Ton jeu de physionomie est excellent. Le garçon que j'avais avant toi prenait une mine futée, et son air disait clairement « Vous allez voir comme je fais bien la bête. Tu ne dis rien, toi. Tu es. Ta naïveté est admirable. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est par là précisément que tu es excellent. Demain, dans quelques jours, tu sauras à merveille ce que tu devras faire. C'est alors qu'il faudra te rappeler l'embarras que tu éprouves présentement, et feindre ce que tu ne sentiras plus. Si tu peux retrouver ce jeu de physionomie et cette attitude, je te prédis le plus beau succès. Qu'est ton personnage dans ma comédie? Celui d'un jeune paysan qui n'a rien vu et qui ne sait rien. Il arrive chez un singe, et il se trouve plus ignorant et plus maladroit que ce singe. De là mon sous-titre. Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Plus bête que Jolicoeur, voilà ton rôle. Pour le jouer dans la perfection, tu n'aurais qu'à rester ce que tu es en ce moment. Mais comme cela est impossible, tu devras te rappeler ce que tu as été et devenir par effort d'art ce que tu ne seras plus naturellement. Le domestique de Monsieur Jolicoeur n'était pas une grande comédie, et sa représentation ne prenait pas plus de 20 minutes. Mais notre répétition dura près de 3 heures, Vitalis nous faisant recommencer 2 fois, 4 fois, 10 fois la même chose, aux chiens comme à moi. Ceux-ci en effet avaient oublié certaines parties de leur rôle, et il fallait les leur apprendre de nouveau. Je fus alors bien surpris de voir la patience et la douceur de notre maître. Ce n'était point ainsi qu'on traitait les bêtes dans mon village, où les jurons et les coups étaient les seuls procédés d'éducation qu'on employât à leur égard. Pour lui, tant que se prolongea cette longue répétition, il ne se fâcha pas une seule fois. Pas une seule fois il ne jura. « Allons, recommençons, disait-il sévèrement, quand ce qu'il avait demandé n'était pas réussi. C'est mal, Capi, vous ne faites pas attention. Jolicoeur, vous serez grondé. » Et c'était tout, mais cependant c'était assez. « Eh bien, me dit-il quand la répétition fut terminée, crois-tu que tu t'habitueras à jouer la comédie? »« Je ne sais pas. Cela t'ennuie-t-il? »« Non, cela m'amuse. Alors tout ira bien. Tu as de l'intelligence, et ce qui est plus précieux, encore peut-être, de l'attention. Avec de l'attention et de la docilité, on arrive à tout. Vois mes chiens, et compare-les à Jolicoeur. Jolicoeur a peut-être plus de vivacité et d'intelligence, mais il n'a pas de docilité. Il apprend facilement ce qu'on lui enseigne, mais il l'oublie aussitôt. D'ailleurs, ce n'est jamais avec plaisir qu'il fait ce qu'on lui demande. Volontiers il se révolterait, et toujours il est contrariant. Cela tient à sa nature, et voilà pourquoi je ne me fâche pas contre lui. Le singe n'a pas comme le chien la conscience du devoir, et par là, il lui est très inférieur. Comprends-tu cela? Il me semble. Sois donc attentif, mon garçon, sois docile, fais de ton mieux ce que tu dois faire, dans la vie tout est là. Causant ainsi, je m'enhardis à lui dire que ce qui m'avait le plus étonné dans cette répétition,
ça avait été l'inaltérable patience dont il avait fait preuve aussi bien avec Joli-Cœur et les chiens qu'avec moi. Il se mit alors à sourire doucement. « On voit bien, me dit-il, que tu n'as pas vécu jusqu'à ce jour qu'avec des paysans durs aux bêtes, et qui croient qu'on doit conduire celle-ci le bâton toujours levé. Maman Barberin était très douce pour notre vache la Roussette, lui dis-je. Elle avait raison, reprit-il. Tu me donnes une bonne idée de maman Barberin. C'est qu'elle savait ce que les gens de campagne ignorent trop souvent, qu'on obtient peu de choses par la brutalité, tandis qu'on obtient beaucoup, pour ne pas dire beaucoup, par la douceur. Pour moi, c'est en ne me fâchant jamais contre mes bêtes que j'ai fait d'elles ce qu'elles sont. Si je les avais battues, elles seraient craintives, et la crainte paralyse l'intelligence. Au reste, en me laissant aller à la colère avec elles, je ne serais pas moi-même ce que je suis, et je n'aurais pas acquis cette patience à toute épreuve qui m'a gagné ta confiance. C'est ce qui instruit les autres s'instruit soi-même. Mes chiens m'ont donné autant de leçons qu'ils en ont reçu de moi. J'ai développé leur intelligence, ils m'ont formé le caractère. Ce que j'entendais me parut si étrange que je me mis à rire. Tu trouves cela bien bizarre, n'est-ce pas, qu'un chien puisse donner des leçons à un homme? Et cependant, rien n'est plus vrai. Réfléchis un peu. Admets-tu qu'un chien subisse l'influence de son maître? Oh, bien sûr. Alors, tu vas comprendre que le maître est obligé de veiller sur lui-même quand il entreprend l'éducation d'un chien. Ainsi suppose un moment qu'en instruisant Capi, je me sois abandonné à l'emportement et à la colère. Qu'aurait fait Capi? Il aura pris l'habitude de la colère et de l'emportement, c'est-à-dire qu'en se modelant sur mon exemple, il se sera corrompu. Le chien est presque toujours le miroir de son maître, et qui voit l'un, voit l'autre. Montre-moi ton chien, je te dirai qui tu es. Le brigand a pour chien un gredin, le voleur un voleur, le paysan sans intelligence un chien grossier, l'homme poli et affable un chien aimable. Mes camarades les chiens et le singe avaient sur moi le grand avantage d'être habitués à paraître en public, de sorte qu'ils virent arriver le lendemain sans crainte. Pour eux, il s'agissait de faire ce qu'ils avaient déjà fait 100 000 fois peut-être. Aussi mon émotion était-elle vive lorsque le lendemain nous quittâmes notre auberge pour nous rendre sur la place où devait avoir lieu notre représentation. Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine cambrée, et il marquait le pas des 2 bras et des pieds en jouant une valse sur un fifre en métal. Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se prélassait Monsieur Joli-Cœur, en costume de général anglais, habit et pantalon rouge galonné d'or, avec un chapeau à claques surmonté d'un large plumet. Puis, à une distance respectueuse, s'avançaient sur une même ligne Zerbino et Dolcet. Enfin, je formais la queue du cortège, qui, grâce à l'espacement indiqué par notre maître, tenait une certaine place dans la rue. Mais ce qui, mieux encore que la pompe de notre défilé, provoquait l'attention, c'étaient les sons perçants du fifre, qui allaient jusqu'au fond des maisons éveiller la curiosité des habitants du sel. On accourait sur les portes pour nous voir passer. Les rideaux de toutes les fenêtres se soulevaient rapidement. Quelques enfants s'étaient mis à nous suivre. Des paysans ébahis s'étaient joints à eux, et quand nous étions arrivés sur la place, nous avions derrière nous et autour de nous un véritable cortège. Notre salle de spectacle fut bien vite dressée. Elle consistait en une corde attachée à 4 arbres, de manière à former un carré long, au milieu duquel nous nous plaçâmes. La première partie de la représentation consista en différents tours exécutés par les chiens. Mais ce que furent ces tours, je ne saurais le dire, occupé que j'étais à me répéter mon rôle et troublé par l'inquiétude. C'était à Joli-Cœur et à moi à entrer en scène. « Mesdames et messieurs, dit Vitalis en gesticulant d'une main avec son archet et de l'autre avec son violon, nous allons continuer le spectacle par une charmante comédie intitulée « Le domestique de Monsieur Joli-Cœur, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. » Un homme comme moi ne s'abaisse pas à faire l'éloge de ses pièces et de ses acteurs. Je ne vous dis donc qu'une chose, écarquillez les yeux, ouvrez les oreilles, et préparez vos mains pour applaudir. Ce qu'il appelait une charmante comédie était en réalité une pantomime, c'est-à-dire une pièce jouée avec des gestes et non avec des paroles. Et cela devait être ainsi, par cette bonne raison, que 2 des principaux acteurs, Joli-Cœur et Capi, ne savaient pas parler, et que le troisième, qui était moi-même, aurait été parfaitement incapable de dire 2 mots. Cependant, pour rendre le jeu des comédiens plus facilement compréhensible, Vitalis l'accompagnait de quelques paroles, qui préparaient les situations de la pièce et les expliquait. Ce fut ainsi que, jouant en sourdine un air guerrier, il annonça l'entrée de Monsieur Joli-Cœur, général anglais qui avait gagné ses grades et sa fortune dans les guerres des Indes. Jusqu'à ce jour, Monsieur Joli-Cœur
n'avait eu pour domestique que le seul Capi. Mais il voulait se faire servir désormais par un homme. Ses moyens lui permettaient ce luxe. Les bêtes avaient été assez longtemps les esclaves des hommes. Il était temps que cela changeât. En attendant que ce domestique arrivât, le général Jolicoeur se promenait en long et en large, et fumait son cigare. Il fallait voir comme il lançait sa fumée au nez du public. Il s'impatientait, le général, et il commençait à rouler de gros yeux comme quelqu'un qui va se mettre en colère. Il se mordait les lèvres et frappait la terre du pied. Au troisième coup de pied, je devais entrer en scène, amené par Capi. Si j'avais oublié mon rôle, le chien me l'aurait rappelé. Au moment voulu, il me tendit la patte et m'introduisit auprès du général. Celui-ci, en m'apercevant, leva les deux bras d'un air désolé. Et quoi, c'était là le domestique qu'on lui présentait? Puis il vint me regarder sous le nez et tourner autour de moi, en haussant les épaules. Sa mine fut si drôlatique que tout le monde éclata de rire. On avait compris qu'il me prenait pour un parfait imbécile. Et c'était aussi le sentiment des spectateurs. La pièce était bien entendu bâtie pour montrer cette imbécilité sous toutes les faces. Dans chaque scène, je devais faire quelques balourdises nouvelles, tandis que Jolicoeur, au contraire, devait trouver une occasion pour développer son intelligence et son adresse. Après m'avoir examiné longuement, le général, pris de pitié, me faisait servir à déjeuner. « Le général croit que quand ce garçon aura mangé, il sera moins bête, » disait Vitalis. « Nous allons voir cela. » Et je m'asseyais devant une petite table, sur laquelle le couvert était mis, une serviette posée sur mon assiette. Que faire de cette serviette? Capi m'indiquait que je devais m'en servir, mais comment? Après avoir bien cherché, je fis le geste de me moucher dedans. Là-dessus, le général se tordit de rire, et Capi tomba les quatre pattes en l'air, renversé par ma stupidité. Voyant que je me trompais, je contemplais de nouveau la serviette, me demandant comment l'employer. Enfin, une idée m'arriva. Je roulai la serviette et m'en fis une cravate. Nouveau rire du général, nouvelle chute de Capi. Et ainsi de suite jusqu'au moment où le général exaspéré m'arracha de ma chaise, s'assit à ma place et mangea le déjeuner qui m'était destiné. Ah, il savait se servir d'une serviette, le général. Avec quelle grâce il la passa dans une boutonnière de son uniforme et l'étala sur ses genoux. Avec quelle élégance il cassa son pain et vida son verre. Mais où ces belles manières produisirent un effet irrésistible, ce fut lorsque le déjeuner terminé, il demanda un cure-dent et le passa rapidement entre ses dents. Alors les applaudissements éclatèrent de tous les côtés, et la représentation s'acheva dans un triomphe. Comme le singe était intelligent, comme le domestique était bête. En revenant à notre auberge, Vitalis me fit ce compliment, et j'étais si bien comédien que je fus fier de cet éloge. 7. J'apprends à lire. C'étaient assurément des comédiens du plus grand talent que ceux qui composaient la troupe du signor Vitalis. Je parle des chiens et du singe. Mais ce talent n'était pas très varié. Lorsqu'ils avaient donné 3 ou 4 représentations, on connaissait tout leur répertoire. Ils ne pouvaient plus que se répéter. De là résultait la nécessité de ne pas rester longtemps dans une même ville. 3 jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route. Où allions-nous? Je m'étais assez enhardi avec mon maître pour me permettre cette question. « Tu connais le pays ?» me répondit-il en me regardant. « Non. »« Alors pourquoi me demandes-tu où nous allons ?»« Pour savoir. »« Savoir quoi ?» Je restais interloqué, regardant sans trouver un mot la route blanche qui s'allongeait devant nous au fond d'un vallon boisé. « Si je te dis, continua-t-il, que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite sur Bordeaux, et de Bordeaux sur les Pyrénées, qu'est-ce que cela t'apprendra? Mais vous connaissez donc le pays? Je ne suis jamais venu. Et pourtant vous savez où nous allons? Il me regarda encore longuement, comme s'il cherchait quelque chose en moi. Tu ne sais pas lire, n'est-ce pas? Me dit-il. Non. Sais-tu ce que c'est qu'un livre? Dans un livre que je vais te montrer, quand nous nous reposerons, nous trouverons les noms et l'histoire des pays que nous traversons. Des hommes qui ont habité ou parcouru ces pays ont mis dans mon livre ce qu'ils avaient vu ou appris, si bien que je n'ai qu'à ouvrir ce livre et à le lire pour connaître ces pays. Je les vois comme si je les regardais avec mes propres yeux. J'apprends leur histoire comme si on me la racontait. « C'est difficile de lire ?» demandai-je à Vitalis, après avoir marché assez longtemps en réfléchissant. « C'est difficile pour ceux qui ont la tête dure, mais... et plus difficile encore pour ceux qui ont une mauvaise volonté. As-tu la tête dure? Je ne sais pas, mais il me semble que si vous vouliez m'apprendre à lire, je n'aurais pas mauvaise volonté. Eh bien, nous verrons. Nous avons du temps devant nous. »
Le lendemain, comme nous cheminions, je vis mon maître se baisser et ramasser sur la route un bout de planche à moitié recouvert par la poussière. « Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire, me dit-il. »« Un livre, cette planche ?» Je le regardais pour voir s'il ne se moquait pas de moi. Puis comme je le trouvais sérieux, je regardais attentivement sa trouvaille. Comment lire sur cette planche, et quoi lire? Ton esprit travaille, me dit Vitalis en riant. Vous voulez vous moquer de moi? Jamais, mon garçon, la moquerie peut avoir du bon, pour réformer un caractère vicieux. Mais lorsqu'elle s'adresse à l'ignorance, elle est une marque de sottise chez celui qui l'emploie. Attends que nous soyons arrivés à ce bouquet d'arbres qui est là-bas. Nous nous y reposerons, et tu verras comment je peux t'enseigner la lecture avec ce morceau de bois. Nous arrivâmes rapidement à ce bouquet d'arbres, et nos sacs mis à terre, nous nous assîmes sur le gazon qui commençait à reverdir, et dans lequel des pâquerettes se montraient çà et là. Alors Vitalis, tirant son couteau de sa poche, essaya de détacher de la planche une petite lame de bois aussi mince que possible. Ayant réussi, il polit cette lame sur ses deux faces, dans toute sa longueur. Puis cela fait, il la coupa en petits carrés, de sorte qu'elle lui donna une douzaine de petits morceaux plats d'égale grandeur. Sur chacun de ces petits morceaux de bois, me dit-il, je creuserai demain avec la pointe de mon couteau une lettre de l'alphabet. Tu apprendras ainsi la forme des lettres, et quand tu les sauras bien, sans te tromper, de manière à les reconnaître rapidement à première vue, tu les réuniras les unes au bout des autres, de manière à former des mots. Quand tu pourras ainsi former les mots que je te dirai, tu seras en état de lire dans un livre. Bientôt j'eus mes poches pleines d'une collection de petits morceaux de bois, et je ne tardai pas à connaître les lettres de l'alphabet. Mais pour savoir lire, ce fut une autre affaire. Les choses n'allèrent pas si vite, et il arriva même un moment où je regrettais d'avoir voulu apprendre à lire. Je dois dire cependant, pour être juste envers moi-même, que ce ne fut pas la paresse qui m'inspira ce regret, ce fut l'amour-propre. En m'apprenant les lettres de l'alphabet, Vitalis avait pensé qu'il pourrait les apprendre en même temps à Capi, puisque le chien avait bien su se mettre les chiffres des heures dans la tête. Pourquoi ne s'y mettrait-il pas les lettres? Et nous avions pris nos leçons en commun. J'étais devenu le camarade de classe de Capi, ou le chien était devenu le mien, comme on voudra. Bien entendu, Capi ne devait pas appeler les lettres qu'il voyait, puisqu'il n'avait pas la parole. Mais lorsque nos morceaux de bois étaient étalés sur l'herbe, il devait avec sa patte tirer les lettres que notre maître nommait. Tout d'abord, j'avais fait des progrès plus rapides que lui, mais si j'avais l'intelligence plus prompte, il avait par contre la mémoire plus sûre. Une chose bien apprise était pour lui une chose sue pour toujours. Il ne l'oubliait plus, et comme il n'avait pas de distraction, il n'hésitait pas ou ne se trompait jamais. Alors, quand je me trouvais en faute, notre maître ne manquait jamais de dire « Capi saura lire avant Rémi ». Et le chien, comprenant sans doute, remuait la queue d'un air de triomphe. « Plus bête qu'une bête, c'est bon dans la comédie, disait encore Vitalis, mais dans la réalité, c'est honteux. » Cela me piqua si bien que je m'appliquai de tout cœur, et tandis que le pauvre chien en restait à écrire son nom, en triant les 4 lettres qui le composent, parmi toutes les lettres de l'alphabet, j'arrivai enfin à lire dans un livre. « Maintenant que tu sais lire l'écriture, me dit Vitalis, veux-tu apprendre à lire la musique? Est-ce que quand je saurai la musique, je pourrai chanter comme vous ?» Vitalis chantait quelquefois, et sans qu'il s'en doutât, c'était une fête pour moi de l'écouter. « Tu voudrais donc chanter comme moi ?»« Oh, pas comme vous, je sais bien que cela n'est pas possible, mais enfin chanter. Tu as du plaisir à m'entendre chanter ?»« Le plus grand plaisir qu'on puisse éprouver. Le rossignol chante bien, mais il me semble que vous chantez bien mieux encore. Et puis ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer ou bien j'ai envie de rire. Et puis je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bête. Quand vous chantez un air doux ou triste, cela me ramène auprès de mère Barberin. C'est à elle que je pense. C'est elle que je vois dans notre maison. Et pourtant je ne comprends pas les paroles que vous prononcez puisqu'elles sont italiennes. Je lui parlais en le regardant. Il me sembla voir ses yeux se mouiller. Alors je m'arrêtai et lui demandai si je le peinais de parler ainsi. « Non, mon enfant, me dit-il d'une voix émue, tu ne me peines pas, bien au contraire. Tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps. Sois tranquille, je t'apprendrai à chanter. Et comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer, et tu seras applaudi, tu verras. » Il s'arrêta tout à coup, et je crus comprendre qu'il ne voulait point se laisser aller sur ce sujet. Mais les raisons qui le retenaient, je ne les devinai point. Ce fut plus tard seulement que je les ai connues, beaucoup plus tard,
et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi, que je raconterai lorsqu'elles se présenteront au cours de mon récit. Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu'il avait fait pour la lecture, c'est-à-dire qu'il recommença à tailler des petits carrés de bois qu'il grava avec la pointe de son couteau. Mais cette fois son travail fut plus considérable, car les divers signes nécessaires à la notation de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l'alphabet. Afin d'alléger mes poches, il utilisa les deux faces de ces carrés de bois, et après les avoir rayées toutes deux de 5 lignes, qui représentaient la portée, il inscrivit sur une face la clé de sol, et sur l'autre la clé de fa. Puis, quand il eut tout préparé, les leçons commencèrent, et j'avoue qu'elles ne furent pas moins dures que ne l'avaient été celles de lecture. Plus d'une fois, Vitalis, si patient avec ses chiens, s'exaspéra contre moi. « Avec une bête, s'écria-t-il, on se contient parce qu'on sait que c'est une bête, mais toi, tu me feras mourir. » Et alors, levant les mains au ciel dans un mouvement théâtral, il les laissait tomber tout à coup sur ses cuisses, où elles claquaient fortement. Joli Cœur, qui prenait plaisir à répéter tout ce qu'il trouvait drôle, avait copié ce geste, et comme il assistait presque toujours à mes leçons, j'avais le dépit, lorsque j'hésitais, de le voir lever les bras au ciel et laisser tomber ses mains sur ses cuisses en les faisant claquer. « Joli Cœur, lui-même se moque de toi, s'écriait Vitalis. Enfin, les premiers pas furent franchis avec plus ou moins de peine, et j'eus la satisfaction de solfier un air écrit par Vitalis sur une feuille de papier. Ce jour-là, il ne fit pas claquer ses mains, mais il me donna 2 bonnes petites tapes amicales sur chaque joue, en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur. Bien entendu, ces études ne se firent pas en un jour, et pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois. D'ailleurs, mon travail n'était pas régulier, comme celui d'un enfant qui suit les classes d'une école, et c'était seulement à ces moments perdus que mon maître pouvait me donner mes leçons. Il fallait chaque jour accomplir notre parcours, qui était plus ou moins long, selon que les villages étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Il fallait donner nos représentations partout où nous avions chance de ramasser une recette. Il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à Monsieur Joli-Cœur. Il fallait préparer nous-mêmes notre déjeuner ou notre dîner, et c'était seulement après tout cela qu'il était question de lecture ou de musique, le plus souvent dans une halte au pied d'un arbre, ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table, pour étaler mes morceaux de bois. Cette éducation ne ressemblait guère à celle que reçoivent tant d'enfants, qui n'ont qu'à travailler, et qui se plaignent pourtant de n'avoir pas le temps de faire les devoirs qu'on leur donne. Mais il faut bien dire qu'il y a quelque chose de plus important encore que le temps qu'on emploie au travail, c'est l'application qu'on y apporte. Ce n'est pas l'heure que nous passons sur notre leçon qui met cette leçon dans notre mémoire, c'est la volonté d'apprendre. Enfin, j'appris quelque chose, et en même temps j'appris aussi à faire de longues marches, qui ne furent pas moins utiles que les leçons de Vitalis. J'étais un enfant assez chétif quand je vivais avec Mère Barberin, et la façon dont on avait parlé de moi le prouve bien. Un enfant de la ville, avait dit Barberin, avec des jambes et des bras trop minces, avait dit Vitalis. Auprès de mon maître et vivant de sa vie en plein air, à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent, mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa, et je devins capable de supporter sans en souffrir le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations, les fatigues. Et ce me fut un grand bonheur que cet apprentissage. Il me mit à même de résister aux coups qui plus d'une fois devaient s'abattre sur moi, durs et écrasants pendant ma jeunesse. 8. Par Mont et par Vaux. Nous avions parcouru une partie du midi de la France, l'Auvergne, le Velay, le Vivarais, le Quercy, le Rouergue, les Cévennes, le Languedoc. Notre façon de voyager était des plus simples. Nous allions droit devant nous au hasard, et quand nous trouvions un village qui de loin ne nous paraissait pas trop misérable, nous nous préparions pour faire une entrée triomphale. Je faisais la toilette des chiens, coiffant Dolcet, habillant Zerbino, mettant un emplâtre sur l'œil de Capi, pour qu'il pût jouer le rôle d'un vieux grognard. Enfin, je forçais Joli Cœur à endosser son habit de général. Mais c'était là la partie la plus difficile de ma tâche, car le singe, qui savait très bien que cette toilette était le prélude d'un travail pour lui, se défendait tant qu'il pouvait, et inventait les tours les plus drôles pour m'empêcher de l'habiller. Alors j'appelais Capi à mon aide, et par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, il arrivait presque toujours à déjouer les malices du singe. La troupe en grande tenue, Vitalis, prenait son fifre, et nous mettant en bel ordre,
nous défilions par le village. Si le nombre des curieux que nous entraînions derrière nous était suffisant, nous donnions une représentation. Si au contraire il était trop faible pour faire espérer une recette, nous continuions notre marche. Dans les villes seulement nous restions plusieurs jours, et alors le matin j'avais la liberté d'aller me promener où je voulais. Je prenais Capi avec moi. Capi, simple chien bien entendu, sans son costume de théâtre, et nous flânions par les rues. Vitalis, qui d'ordinaire me tenait étroitement près de lui, pour cela me mettait volontiers la bride sur le cou. Puisque le hasard, me disait-il, te fait parcourir la France, à un âge où les enfants sont généralement à l'école ou au collège, ouvre les yeux, regarde et apprends. Quand tu seras embarrassé, quand tu verras quelque chose que tu ne comprendras pas, si tu as des questions à me faire, adresse-les-moi sans peur. Peut-être ne pourrai-je pas toujours te répondre, car je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais peut-être aussi me sera-t-il possible de satisfaire parfois ta curiosité. Je n'ai pas toujours été directeur d'une troupe d'animaux savants, et j'ai appris autre chose que ce qui m'est en ce moment utile pour présenter Capi ou Monsieur Jolicoeur devant l'honorable société. Quoi donc? Nous causerons de cela plus tard. Pour le moment, sache seulement qu'un montreur de chiens peut avoir occupé une certaine position dans le monde. En même temps, comprends aussi que si en ce moment tu es sur la marche la plus basse de l'escalier de la vie, tu peux, si tu le veux, arriver peu à peu à une plus haute. Cela dépend des circonstances, pour un peu, et pour beaucoup de toi. Écoute mes leçons, écoute mes conseils, enfant, et plus tard, quand tu seras grand, tu penseras, je l'espère, avec émotion, avec reconnaissance, au pauvre musicien qui t'a fait si grande peur quand il t'a enlevé à ta mère nourrice. J'ai dans l'idée que notre rencontre te sera heureuse. Après avoir quitté les montagnes de l'Auvergne, nous étions arrivés dans les causses du Quercy. On appelle ainsi de grandes plaines inégalement ondulées, où l'on ne rencontre guère que des terrains incultes et de maigres taillis. Aucun pays n'est plus triste, plus pauvre. Au milieu de cette plaine, brûlée par la sécheresse au moment où nous la traversâmes, se trouve un gros village qui a nom la Bastide de Murat. Nous y passâmes la nuit dans la grange d'une auberge. « C'est ici, me dit Vitalis en causant le soir avant de nous coucher, c'est ici dans ce pays et probablement dans cette auberge qu'est né un homme qui a fait tuer des milliers de soldats, et qui, ayant commencé la vie par être garçon d'écurie, est devenu prince et roi. Il s'appelait Murat. On en a fait un héros, et l'on a donné son nom à ce village. Je l'ai connu, et bien souvent je me suis entretenu avec lui. Malgré moi, une interruption m'échappa. « Quand il était garçon d'écurie ?»« Non, répondit Vitalis en riant, quand il était roi. C'est la première fois que je viens à la Bastide, et c'est à Naples que je l'ai connu, au milieu de sa cour. Vous avez connu un roi ?» Il est à croire que le ton de mon exclamation fut fort drôle, car le rire de mon maître éclata de nouveau et se prolongea longtemps. « Veux-tu dormir ?» me demanda Vitalis, « ou bien veux-tu que je te conte l'histoire du roi Murat ?»« Oh, l'histoire du roi, je vous en prie !» Alors il me raconta tout au long cette histoire, et pendant plusieurs heures, nous restâmes sur notre banc, lui parlant, moi les yeux attachés sur son visage que la lune éclairait de sa pâle lumière. Et quoi, tout cela était possible, non seulement possible, mais encore vrai. Mon maître avait vu tant de choses. Qu'était donc mon maître au temps de sa jeunesse? Et comment était-il devenu ce que je le voyais au temps de sa vieillesse? Il y avait là, on en conviendra, de quoi faire travailler une imagination enfantine, éveillée, alerte et curieuse de merveilleux. 9. Je rencontre un géant chaussé de bottes de 7 lieues. En quittant le sol desséché des causses et des garrigues, je me trouve par le souvenir dans une vallée toujours fraîche et verte, celle de la Dordogne, que nous descendons à petite journée, car la richesse du pays fait celle des habitants, et nos représentations sont nombreuses. Les sous tombent assez facilement dans la sébile de Capi. Un pont aérien, léger, comme s'il était soutenu dans le brouillard par des fils de la Vierge, s'élève au-dessus d'une large rivière, qui roule doucement ses eaux paresseuses. C'est le pont de Cubzac, et la rivière est la Dordogne. Une ville en ruine avec des fossés, des grottes, des tours, et au milieu des murailles croulantes d'un cloître, des cigales qui chantent dans les arbustes accrochés çà et là. C'est Saint-Émilion. Longtemps nous avions marché sur une route poudreuse, lorsque tout à coup nos regards, jusque-là enfermés dans un chemin que bordaient des vignes, s'étendirent librement sur un espace immense, comme si un rideau touché par une baguette magique s'était subitement abaissé devant nous. Une large rivière s'arrondissait doucement autour de la colline sur laquelle nous venions d'arriver,
et au-delà de cette rivière, les toits et les clochers d'une grande ville s'éparpillaient jusqu'à la courbe indécise de l'horizon. Que de maisons, que de cheminées! Sur la rivière au milieu de son cours, et le long d'une ligne de quais, se tassaient de nombreux navires, qui, comme les arbres d'une forêt, emmêlaient les uns dans les autres leurs mâtures, leurs cordages, leurs voiles, leurs drapeaux multicolores qui flottaient au vent. « C'est Bordeaux, me dit Vitalis. Pour un enfant élevé comme moi, qui n'avait vu jusque-là que les pauvres villages de la Creuse, ou les quelques petites villes que le hasard de la route nous avait fait rencontrer, c'était féerique. « C'est l'heure de la marée, me dit Vitalis, répondant, sans que je l'eusse interrogé, à mon étonnement. Il y a des navires qui arrivent de la pleine mer, après de longs voyages. Ce sont ceux dont la peinture est salie et qui sont comme rouillés. Il y en a d'autres qui quittent le port, ceux que tu vois au milieu de la rivière, tournés sur eux-mêmes, et vite sur leurs ancres, de manière à présenter leurs proues aux flots montants. Ceux qui courent enveloppés dans des nuages de fumée sont des remorqueurs. Que de mots étranges pour moi, que d'idées nouvelles. Lorsque nous arrivâmes au pont, qui fait communiquer la Bastide avec Bordeaux, Vitalis n'avait pas eu le temps de répondre à la 100e partie des questions que je voulais lui adresser. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert, qui des portes de Bordeaux s'étend jusqu'aux Pyrénées et qu'on appelle les Landes. Nous avons quitté Bordeaux, et après avoir tout d'abord suivi les bords de la Garonne, nous avons abandonné la rivière à Langon, et nous avons pris la route de Mont-de-Marsan, qui s'enfonce à travers les terres. Plus de vignes, plus de prairies, plus de vergers, mais des bois de pins et des bruyères. Nous voilà dans les Landes, dit Vitalis. Nous avons 20 ou 25 lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait le mettre, mais dans la tête et le cœur, car à marcher sur cette route qui semblait ne devoir finir jamais, on se sentait envahi par une insurmontable tristesse. L'espérance d'arriver bientôt nous avait fait hâter le pas, et mon maître lui-même, malgré son habitude des longues marches, se sentait fatigué. Il voulut s'arrêter et se reposer un moment sur le bord de la route. Mais au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts, qui se trouvait à une courte distance du chemin, pour voir si de là je n'apercevrais pas quelque lumière dans la plaine. J'appelai Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué, et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi, lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur » demanda Vitalis. Ce mot me décida de ne pas insister, et je partis seul pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles scintillantes qui éclairaient le ciel et versaient leur lumière dans l'air chargé de légères vapeurs que le regard traversait. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquai que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. Il fallait faire un raisonnement pour reconnaître les buissons, les bouquets de genêts, et surtout les quelques petits arbres qui, çà et là, dressaient leurs troncs tordus et leurs branches contournées. De loin, ces buissons, ces genêts et ces arbres ressemblaient à des êtres vivants, appartenant à un monde fantastique. Cependant, je ne tardai pas à atteindre le sommet de ce petit tertre, mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Après être resté un moment l'oreille tendue, ne respirant pas pour mieux entendre, un frisson me fit tressaillir. Le silence de la lande m'avait effaré. J'avais peur. De quoi? Je n'en savais rien. Du silence sans doute, de la solitude et de la nuit. En tout cas, je me sentais comme sous le coup d'un danger. À ce moment même, regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. Quelqu'un? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme, ce grand corps noir qui venait sur moi, un animal que je ne connaissais pas plutôt, un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à 4 pattes dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons et des fougères sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette bête, montée sur des jambes d'une longueur démesurée, s'avançait de mon côté par des bonds précipités. Assurément, elle m'avait vu, et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes, et tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner, je la sentais sur mon dos. Je ne respirais plus, étouffé que j'étais par l'angoisse et par ma course folle. Je fis cependant un dernier effort, et vins tomber aux pieds de mon maître,
tandis que les 3 chiens, qui s'étaient brusquement levés, aboyaient à pleine voix. Je ne pus dire que 2 mots que je répétais machinalement. « La bête, la bête !»« La bête, c'est toujours toi, disait-il en riant. Regarde donc un peu si tu l'oses. » Son rire, plus encore que ses paroles, m'avait rappelé à la raison. J'osais ouvrir les yeux et suivre la direction de sa main. L'apparition qui m'avait affolé s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. Je m'enhardis et je fixai sur elle des yeux plus fermes. Était-ce une bête? Était-ce un homme? De l'homme, elle avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la couvrait entièrement, et de longues pattes maigres de 5 ou 6 pieds de haut, sur lesquelles elle restait posée. Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question, si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. « Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ?» demanda-t-il. C'était donc un homme puisqu'on lui parlait. Mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire sec, semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal? Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie, où il nous proposa de nous conduire. Puisqu'il parlait, comment avait-il des pattes? « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grande peur ?» me demanda Vitalis, en marchant. « Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci ?»« Oui, quand ils sont montés sur des échasses. » Et il m'expliqua comment les Landais, pour traverser leurs terres sablonneuses ou marécageuses, et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de 2 longs bâtons garnis d'un étrier, auxquels ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants avec des bottes de 7 lieues pour les enfants peureux.